Bonsoir, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs? Ouais, donc je suis Bertrand, je suis le président de Savoir Retro Game et on organise le Savoir Retro Game Festival à Chambéry. Vous dites Chambéry, mais qui n'était pas à Chambéry à l'origine. Non, c'est ça. On était au départ. Alors on a commencé à Cran, après on est passé à Albertville et maintenant on est à Chambéry. Parce que vous êtes victime de votre succès, c'est ça? Exactement, c'est ça. On est passé à Cran de 300 visiteurs à un petit peu plus de 8000 l'année dernière. Ça fait une grosse différence. Et alors du coup, en tant que vous-même organisateur d'événements, qu'est-ce que vous pouvez dire après une journée de cette PAX? C'est bien, c'est joli, c'est grand, il y a quand même du monde, donc c'est intéressant. Moi je trouve qu'il y a de bonnes idées à prendre en plus pour ce qu'on fait nous de notre côté. Donc je pense que ça nous fait connaître aussi également, hein. Nous, on est quand même à 6 heures d'ici, donc c'est vrai que c'est toujours bien d'être dans ces événements-là. Entre être, je dirais, intervenant dans une convention et monter soi-même une convention, quelle est la différence entre les deux types de préparation, je dirais? Là par exemple on n'a que 30 machines, donc c'est assez facile de préparer et l'événement on le prépare peut-être un mois ou un mois et demi avant. Le SRG Festival c'est un an avant, donc c'est quand même beaucoup plus compliqué et puis on a toutes les responsabilités, on a les stands, on a la sécurité, on a vraiment tout. Là on a, comme je dis, hein, on a 300 mètres carrés, on a 30 machines. Le soir on dort, au SRG c'est pas pareil, le soir on réfléchit à ce qu'on peut améliorer pour le lendemain pour que les visiteurs soient toujours contents. Pourquoi est-ce que vous avez été invité à la PAX? En fait c'est venu d'un truc vraiment tout bête, c'est que Guillaume d'Horizon au départ je l'ai appelé parce qu'il bossait à J1 et que je voulais faire un partenariat avec J1. Et donc lui m'a proposé, il m'a dit j'allais t'appeler pour que tu viennes au PAX. Donc c'est juste extrêmement bien tombé, quoi. C'est exactement ça, voilà, tout à fait. Et donc on va essayer aussi de faire quelque chose ensemble par la suite. On n'en dit Très pas bien. plus pour l'instant, mais ça va être quelque chose d'assez gros dans l'e-sport. Dans l'e-sport, d'accord. Donc vous allez passer de organisateur de convention à organisateur d'événements e-sport? Non, en fait c'est un complément de ce qu'on va faire. Donc on fait déjà une animation et on va rajouter l'e-sport en plus dans cette animation-là. Et donc les plus compétents, donc il y aurait Arcade en machine et il y aurait Guillaume en tant que connaisseur de ce monde-là et nous qui fournissons la salle. Donc ce serait si j'ai bien compris, au sein du prochain Savoie. Même pas. Non, même pas. Alors c'est Même vraiment pas. un nouvel événement à part, C'est quoi. un nouvel événement à part qui serait dans une station de ski. Un truc un peu classe, genre Courche, Exactement Megève. Ah ouais, en plus. Dans ce style de station-là. Parce que c'est vrai que finalement, maintenant que les jeux vidéo sont extrêmement importants à tous les niveaux, ça a déjà été fait, jeux vidéo et station de ski, ou c'est vraiment Il me semble pas, complètement pour novateur? moi, c'est pour ça que justement je voulais partir sur ce créneau, parce que pour l'instant, j'ai pas eu d'écho ou j'ai pas vu d'autres animations de ce type-là. D'accord, donc ça peut être une première. Ça peut être sympa, et en plus les invités qu'on veut faire venir ou les animations ou les choses comme ça auront aussi des journées de ski. Ils pourront aller skier en même temps. Donc ça c'est super sympa parce qu'inviter, je sais pas, j'ai n'importe quoi, Frédéric Reynald ou n'importe qui peut venir ou un commentateur comme Ken Bogart, il peut faire l'animation et aller skier en même temps. Ce serait une super idée. Donc ça c'est super sympa. Mais surtout Donc, c'est pas vu. Oui, ça a l'air de jamais avoir été vu, oui. Donc là on parlait un peu de l'organisation d'animation. Donc votre autre particularité c'est le rétro. Nous c'est exactement comme MO5, hein, c'est Retro Gaming. Nous pour nous c'est MO5. Voilà. Vous êtes vraiment. Phil nous a beaucoup aidé quand on s'est lancé. Il nous a présenté du monde. À l'époque, c'était AHL et Jean-Marc Desmolly. Et puis après, il y a eu Frédéric Reynald. Et puis après, c'est monté. Et vraiment, je pense que sans MO5, on n'aurait pas pu démarrer aussi bien. Et donc, vous diriez que vous êtes une déclinaison locale de MO5, ou est-ce que, selon vous, vous avez un but différent de celui de MO5? Non, c'est vraiment de préserver l'espace vidéoludique, de le faire découvrir et de le faire rejouer aux visiteurs. Et après, à côté, on a rajouté des animations. Mais notre cœur de convention au départ, c'était vraiment que le jeu vidéo. Et là, justement, faire jouer au... C'est ça, faire découvrir. On a rajouté des flippers, on a rajouté des bornes, on a rajouté pas mal de petites choses. Cette année, on a acheté beaucoup d'ordinateurs parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas énormément dans l'association. Phil nous en a donné aussi, il nous en a donné 2, donc ça, je leur en remercie encore. Et donc, on rajoute petit à petit des choses. Puis, on a, comme je dis chaque année, on a beaucoup d'invités, on a beaucoup d'animations, on a le cosplay. On a vraiment plein de choses, mais qui sont venus se greffer de base aux jeux vidéo. En termes de public, est-ce que vous diriez que le public savoyard et haut-savoyard a des spécificités par rapport au public qu'on peut trouver ici?
Non, c'est à peu près pareil. C'est à peu près la même tranche d'âge. Nous, c'est environ 30 ans, l'âge moyen. On n'a pas énormément d'enfants. Ça commence à se démocratiser, hein. Les parents commencent à venir de plus en plus avec leurs enfants, mais c'est vrai que pendant les dernières éditions, c'était pas le cas. Bah, c'est exactement ce que Benoît était en train de me dire. C'est que donc on a interviewé plusieurs intervenants, dont Phil évidemment. Et moi je disais que j'avais remarqué, en tout cas aujourd'hui, c'était vraiment que je voyais de plus en plus de parents qui amenaient leurs enfants. C'est intergénérationnel. Les parents viennent avec leurs enfants en disant: t'as vu, regarde, je jouais avec ça quand j'étais petit. Et c'est vraiment, nous, cette phrase, on l'entend mais 100 fois par jour, parce que les parents viennent vraiment pour ça, pour montrer à leurs enfants avec quoi ils jouaient. Et les machines les plus prisées, hein, c'est souvent les Pong, c'est souvent les Atari 2600, c'est les choses comme ça. Hein. C'est pas les PS4 ou les dernières consoles génération. Bah, il faut dire qu'après, en termes aussi de propositions ludiques, les propositions ludiques qui sont plus connues par les enfants, elles ont pas d'intérêt parce qu'elles pourraient les avoir chez eux, alors que de se replonger dans un Pong et dans sa maniabilité un peu compliquée, ça peut être extrêmement intéressant. D'ailleurs, est-ce que donc bon, vous êtes sur le même cœur de métier que nous, je dirais le rétro en jeu vidéo. Et alors, pourquoi le rétro en jeu vidéo plutôt que le rétro dans un autre domaine? Nous, en fait, on est en train de rajouter l'autre domaine. Par exemple, cette année, on est au Hero Festival à Grenoble, là, dans 2 semaines, et on a rajouté un photocall avec un salon des années 80. Donc les gens pourront venir se prendre en photo dans ce salon avec de la vieille tapisserie, des vieux postes, des vieux jeux, des chaînes hi-fi d'époque, des lecteurs de CD. Qui fonctionnent puisque ceux de maintenant sont tout pourris. Voilà, c'est ça, vraiment plein de vieilles choses. Et donc les photos seront prises et seront mises sur notre Facebook et les gens pourront les récupérer directement. Quel avis vous avez sur les médiathèques qui s'intéressent de plus en plus au rétro et aux jeux vidéo en général? On bosse avec des médiathèques, donc c'est bien. Moi je trouve que c'est intéressant, puis ça fait des animations qui ne sont pas vues dans ce genre de lieu et qui amènent du monde. Donc les gens viennent jouer, mais en même temps ils passent aussi un petit peu par la médiathèque pour prendre des livres ou des CD ou des choses comme ça. Donc ça draine un public différent qui serait sûrement pas venu chercher un bouquin si le jeu vidéo n'était pas arrivé dans ce lieu-là. Ça c'est particulièrement intéressant, quoi. Moi je trouve. Après maintenant c'est compliqué avec les droits dans les médiathèques. C'est un petit peu le problème, c'est qu'on n'a aucune niveau jeux vidéo. Est-ce qu'on a le droit de les louer? Est-ce qu'on n'a pas le droit de les louer? On ne sait pas. La loi est vraiment floue de ce côté-là. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Nous, on fait juste un événement, on ne les loue pas, mais c'est vrai qu'on aimerait proposer dans les médiathèques nos machines ou nos jeux, qu'elles puissent les louer et pour que les gens puissent découvrir ça et qu'ils amènent ça chez eux, par exemple. Et parce que c'est un processus extrêmement lourd, l'achat ou la location de matériel par une médiathèque. C'est ça. Et donc, si je comprends bien, sur la partie jeux vidéo, il y a actuellement rien de clair ou rien du tout, quoi. Il n'y a rien. J'ai vu aucune médiathèque avec des jeux en location, alors qu'à l'époque, pourtant, ça se faisait. Donc pourquoi ça pouvait se faire à l'époque et que maintenant, ça pourrait pas? La loi, elle n'a pas changé, d'après moi, de ce côté-là. Donc, donc les jeux se louaient dans les... Moi, je me souviens très bien d'avoir loué des jeux dans des ou les vidéoclubs ou les choses comme ça. On louait une console, on louait un jeu pour 50 balles, je crois que c'était une console. Et le jeu, on devait le louer peut-être 10 francs à l'époque. Mais ça se faisait. Et maintenant, ça se fait plus. C'est vrai, ça... Il y a quelques médiathèques qui proposent le prêt de jeux et le prêt de console aussi. Et justement, j'aimerais bien savoir comment, sur quoi ils se basent, sur quel type de loi ils se sont basés pour pouvoir le faire. Normalement, c'est les mêmes lois qui régissent les livres ou les contenus médiatiques comme un film ou une musique. Après, il y a d'autres trucs qui rentrent en jeu parce que la licence d'un logiciel et les droits d'exploitation d'un livre, c'est un petit peu différent. C'est ça. Mais il y a des choses qui bougent. Et, actuellement, à Rouen, il y a tout un projet c'est intéressant, mais il faut le mettre en place. De mise en bibliothèque des jeux vidéo. Après, moi, ce que j'ai peur aussi, c'est le niveau fragilité du matériel. Louer une console ou louer un jeu, ils vont pas savoir comment l'utiliser, ils vont peut-être enlever les cartouches sans l'éteindre, ça risque d'être compliqué. Et des jeux, comme je vois la Neo Geo, un jeu à 300 €, on va peut-être pas le louer aussi facilement que ça. Parce que, du coup, c'est une autre problématique qui est liée aux jeux vidéo et à la préservation, c'est est-ce qu'on considère le jeu comme une entité seule ou c'est le jeu et la console? Et dans ce cas-là, comment on gère la préservation de la console c'est ça. C'est ce qui est compliqué, parce que maintenant, c'est de plus en plus compliqué de trouver certaines consoles. Donc si elles tombent en panne, on ne pourra pas en racheter ou même les réparer, ça dépend ce qu'on peut faire.
Et le problème, c'est que on n'y arrivera pas, quoi. Moi, je pense que cette location, ça peut être intéressant, mais je pense que ça se mettra jamais en place, parce que la fragilité du matériel viendra arrêter le processus à un moment donné. Où ils commenceront peut-être, ils vont louer 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis qu'il y aura tellement de casses ou tellement de retours qu'ils arrêteront de le faire, parce que c'est trop, c'est pas un DVD. Voilà, vous rayez un DVD, vous rachetez un DVD, c'est fait. Vous cassez une cartouche de Neo Geo. Déjà, il faut la trouver, la cartouche, il faut la racheter. Souvent, c'est 300 € ou 200 € ou 150 €. Donc, c'est ça le problème. Donc, c'est pour ça que nous, on préfère ramener le matériel dans les médiathèques. Comme ça, c'est nous qui leur fournissons le support. Et on est assuré pour les consoles qu'il y a dans l'association. Donc comme ça, au moins, s'il y a un problème, même il faudra la racheter, mais on le fait qu'une seule fois. Ça, c'est je dirais une problématique qui est extrêmement large, parce que finalement, louer un CD, des lecteurs de CD, même si ça commence à disparaître, c'est difficile de trouver un lecteur de CD aujourd'hui, mais on en a tous plus ou moins un qui traîne quelque part, donc on a pratiquement tous la même possibilité de le lire. C'est vrai que pour les consoles, et le fait que depuis l'origine des consoles, les médias a été extrêmement nombreux, pas rétrocompatibles, pas intercompatibles. Donc voilà, la seule chose qui serait possible, à la limite, ce serait le jeu PC, et encore, avec les limitations du matériel aussi. Il y a le matériel, et puis il y a les codes qu'il y a sur les jeux. Ah bah oui, il y a les DRM aussi. Ça, les DRM, c'est pas possible. Une cartouche, oui, c'est possible. Mais un jeu sur PC, tu pourras pas le prêter. Tu vas le prêter qu'une fois. Après, ça sera fini. Pour ceux qui disent que les DRM aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué, rappelez-vous dans les années 90, les jeux que vous achetiez et qui avaient en fait des DRM en dur, avec des cartons à tourner, des choses comme ça. Qui avait oui, la puce. La puce à l'intérieur, si c'était pas un jeu Nintendo, il marchait pas. Donc il y a plein de choses comme ça qui existent encore maintenant, sauf que c'est des programmes intégrés au jeu. Tout à fait. Ouais. Et le problème, c'est qu'on commence à se poser la question de la propriété d'un jeu maintenant qu'on arrive au démat, mais ça a toujours été en fait dans les licences des jeux. On a un droit d'utilisation, on n'achète pas le jeu, on achète le support. Et le jeu, c'est un droit d'utilisation. Et maintenant, on y est seulement confronté parce que le support disparaît et on est juste confronté au jeu et on ne sait plus comment gérer ça. Bah oui, c'est exactement ça. Maintenant, ça va être toujours compliqué de ce côté-là en fait. Il va falloir qu'on trouve une solution vis-à-vis. Déjà, le démat, à mon avis. Je suis pas sûr que ça fonctionne bien. Moi, je suis des personnes qui ont envie d'avoir la cartouche dans les mains. Acheter un jeu sur internet avec la console qui plante et que derrière Sony veut pas renvoyer le jeu parce que non, vous l'avez téléchargé une fois. Non, je trouve que c'est un peu dommage. Et surtout, l'exemple de Sony, en fait, sur le PS Store, il y a une version démat de Grandia, qui est un RPG PlayStation, qui est buggé. Sony sait que le jeu est buggé et ils font absolument rien. Et c'est-à-dire que moi, quand j'ai acheté le jour où j'ai acheté le jeu, j'ai appris que le jeu était buggé et il n'y a jamais eu de changement depuis, quoi. Ah non, mais c'est ça le problème. Et puis imaginez, comme MO5, vous avez vu tous les jeux que vous avez en démat. Vous les mettez sur quelle console? Oui, c'est ça. C'est ça le problème, c'est que quand il y a 500 jeux ou 250 jeux par console, vous faites quoi? Vous êtes obligé d'avoir la cartouche ou un disque dur, mais bon, maintenant il faut que la console elle soit équipée pour le lire. Donc c'est ça le problème. L'intérêt du démat, moi je le vois en vieillissant, c'est une question de stockage. La PS4 quand elle a 1 Tera, c'est bien, mais après. Mais au bout d'un moment, oui, c'est sûr. Un jeu qui fait 60 gigas, au bout d'un moment. Surtout avec les jeux qui sont de plus en plus inflationnistes. Vous l'avez rempli. Je crois que le dernier Assassin's Creed peut prendre jusqu'à 150 ou 200 gigas sur un disque dur. C'est un truc absolument délirant, quoi. Et donc pour conclure, est-ce que votre association a une actualité chaude qui vient d'arriver, qui va arriver avant donc le prochain grand Savoir Retro Game Festival? On a beaucoup d'animations chaque mois. On a entre 2 et 4 animations par mois. On va bosser avec le musée de Grenoble, où on va leur prêter des machines. Ils veulent voir en fait l'intégration du jeu vidéo dans le Japon, et donc ils veulent un petit peu quelques consoles, quelques bornes, quelques petits trucs. Et ça va durer 8 mois. Donc ça c'est la plus grosse, on va dire la plus grosse actualité qu'on a. Après c'est des animations classiques dans les médiathèques, dans les mairies. C'est jusqu'au SRG qui aura lieu à Chambé. Très bien. Merci Bertrand et bonne chance pour l'association. Merci. Au revoir. Au revoir.